Alors moi je m'appelle Néo et je vais vous parler un peu du TDOR, du Transgender Day of Remembrance, la journée du souvenir trans. Et avant ça, je vais dire quelques mots un petit peu sur pourquoi je me suis retrouvé à organiser le TDOR ces dernières années et comment je me suis impliqué un peu sur ces questions-là. Moi, je suis arrivé du coup à Paris il y a quelques années maintenant pour mes études et j'ai commencé rapidement à militer d'abord dans le syndicalisme, d'abord syndicalisme étudiant, puis maintenant le syndicalisme pro. Et par ce biais-là, j'ai commencé à apprendre des compétences d'organisation de mouvements sociaux, d'organisation de manifs, de plaidoyer, etc. Et en parallèle, j'ai commencé aussi à m'engager d'abord à Act Up Paris et ensuite plus largement dans la santé communautaire queer, la lutte contre le VIH-Sida. Et j'ai un peu mené ces deux engagements-là en parallèle. Et du coup, il y a quelques années, donc en 2021, j'ai été sollicité par des camarades pour organiser le rassemblement du TIDOR. Donc j'étais à Accès Testé à ce moment-là. Et comme j'avais des compétences d'organe manif et de plaidoyer et de com politique, c'était assez facile pour moi de pouvoir prendre ça en charge. Et du coup, j'ai pris l'organe du Tidor en charge, mais aussi du recensement, en essayant de faire des liens aussi, enfin d'en profiter pour faire des liens entre les assos plus forts. Et du coup, on a mis en place une collaboration avec le Flirt et Accept ST pour travailler ensemble pour l'organisation à la fois du rassemblement, mais surtout du recensement dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et c'est comme ça qu'on a fait du coup un rassemblement en 2021. Mais avant ça, plein d'autres camarades ont fait ce travail-là de recensement avec une autre méthodologie. Du coup, ça, on va en reparler après. Et qui organisait des rassemblements depuis déjà pas mal d'années. Et du coup, pourquoi le TIDOR, c'est important pour la communauté trans? Pour comprendre l'importance du TIDOR aujourd'hui, il faut revenir un peu à son histoire. Pour ça, on revient au 28 novembre 1998 dans le Massachusetts où Rita Ester, du coup une femme trans afro-américaine, a été tuée et les circonstances de son décès restent encore floues aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi cet assassinat, il y a eu pas mal de personnes trans et de personnes queer qui sont rassemblées dans la ville où était Rita Ester avec une couverture médiatique par la presse locale. Et donc du coup dans la suite de ce décès, il y a une militante de San Francisco, Gwendolyn Ann Smith, qui a fait le site internet Remember Our Dead et qui était un peu la première fois qu'il y avait une action publique de recensement des personnes trans assassinées. Et associé à ce site internet qui permettait de recenser un peu pour la première fois, il y a du coup le 20 novembre 1999 les premiers rassemblements du TIDOR qui ont été organisés à Boston et à San Francisco avant d'année en année se répandre dans de nombreux pays et de nombreuses villes dans le monde. Le TIDOR du coup ça a été importé ensuite en France en 2002 pour la première fois organisé par l'association trans Le Carity, qui est une association trans de la fin des années 90, début des années 2000 à Paris. Et à l'occasion du TIDOR, le format entre guillemets des rassemblements ou de la contestation ou du deuil communautaire a pu prendre diverses formes. Il y a eu des rassemblements, mais il y a aussi eu des actions plus radicales, comme une action organisée par Act Up Paris en 2003 contre la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour dénoncer toutes les barrières d'accès aux soins perpétrées par l'assurance maladie. Il y a également eu en 2004 un Die-In qui a été organisé par le PAST, le GATT et Act Up Paris pour prendre la place dans l'espace public et visibiliser les personnes trans qui sont mortes dans la filiation du répertoire d'action de la lutte contre le VIH-Sida, notamment de Act Up Paris. Et du coup, on voit que ces dernières années, il y a de plus en plus de rassemblements qui s'organisent dans de plus en plus de villes et des petites villes et des campagnes, ce qui montre le développement du mouvement social transféministe, sa montée en puissance et son implantation dans de plus en plus de zones géographiques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au moment du TIDOR? Pourquoi on se retrouve tous les ans pour commémorer nos mortes? À quoi ça sert dans la communauté? Le TIDOR, du coup, c'est un moment où on vient faire une pause un peu dans nos quotidiens pour se retrouver, se rassembler et faire le deuil de manière communautaire et collective, mais également politique et publique. À l'occasion du TIDOR, du coup, on vient créer du lien, de la solidarité immédiate, on vient se réchauffer auprès de nos camarades, de nos amis, et on vient penser à nos mortes. C'est aussi un moment pour faire vivre notre mémoire, faire vivre notre histoire politique en tant que groupe minorisé dont l'histoire n'est pas écrite à part par nous-mêmes, et du coup de célébrer les personnes trans qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ça nous permet également de solidifier et de renforcer nos luttes
actuelles et nos luttes à venir, de leur donner des appuis, de les inscrire dans un temps plus long. C'est aussi une occasion de faire du plaidoyer politique pour souligner à quel point la mort des personnes trans, c'est pas des morts de vieillesse en fin de vie à 85 ans, c'est des morts qui surviennent très jeunes, avec tous les ans près de la moitié des personnes qu'on recense qui décèdent par suicide avant 25-30 ans. C'est ce qu'on a notamment fait en 2023 lorsqu'on a écrit une tribune qui venait alerter sur l'état de santé et les taux de suicide importants chez les jeunes trans et notamment les mineurs trans. Et du coup, cette tribune-là, on a pu l'écrire et la publier dans Libération en recueillant des signatures, autant de la CGT, de syndicats solidaires, que du planning familial ou des associations et collectifs trans ou encore d'élus de partis politiques de gauche, ce qui a permis aussi on peut pousser les organisations du mouvement social, autres que les associations LGBTQI ou spécifiquement trans, à prendre position en faveur des luttes trans, et là spécifiquement sur cette question-là des mineurs trans, qui pour nous est une des urgences que rencontre la communauté trans aujourd'hui. Et du coup, concrètement, le Tidor, comment ça s'organise? Le Tidor, généralement, c'est un moment de rassemblement où on se retrouve dans l'espace public pour visibiliser nos vies dans l'espace public, mais aussi visibiliser nos morts et nos mortes dans l'espace public. Un espace qui est souvent traversé par les violences et les discriminations que là on vient s'approprier le temps d'un moment. C'est un moment où on se retrouve et généralement on imprime les photos des personnes qui sont décédées avec le prénom, le nom, la date du décès. Pour pouvoir les mettre ensemble pendant cette soirée-là et que toutes et tous puissent être célébrés de la même manière. C'est aussi un moment où on vient faire du deuil, faire vivre le deuil de manière communautaire et ritualisée pour faire du collectif et du soin communautaire. Et du coup, pour faire ces rassemblements du Tidor, on a besoin de savoir en fait les personnes qui sont mortes d'un Tidor à l'autre. Pour ça, on a mis en place, il y a 3 ans maintenant, une modalité de recensement plus standardisée, si je peux dire, dans le but de faciliter le travail de recensement qui est souvent fait sur du travail bénévole, qui est extrêmement coûtant parce que ça nous implique d'aller fouiller un petit peu les réseaux sociaux, les gens autour de nous, sur les personnes décédées, qui parfois étaient des personnes proches de nous ou qu'on a pu connaître, et du coup c'est quand même extrêmement difficile parfois à faire. Donc ce travail assez difficile, ils sont faits de manière gratuite, et du coup on essaie de le rendre un peu moins difficile. Pour ça, on a mis en place, du coup, il y a 3 ans, avec le Flirt Accept ST, un questionnaire en ligne traduit en 5 langues qui permettait à toute personne en France de déposer les informations relatives à une personne trans qu'ils ou elles ont connue, dont ils ou elles ont été proches, et qui est décédée depuis l'année précédant la dernière édition du Tidor. À travers ce questionnaire, on s'est rendu compte qu'on a pu toucher facilement beaucoup de personnes en France, à la fois les personnes proches des associations communautaires dont on a déjà pu avoir l'écho du décès de par les réseaux militants, mais aussi des personnes beaucoup plus isolées, dont les proches ont quand même vu circuler ce questionnaire à un moment ou à un autre, et ont pu du coup remplir les informations. L'autre élément un peu nouveau qu'on a mis en place du coup, c'est que dans le recensement, depuis 3 ans, on inclut pas seulement les personnes trans assassinées ou suicidées, comme c'était le cas avant, mais on a également intégré les personnes qui sont mortes liées à une overdose ou des conséquences d'une overdose et des conséquences d'une hépatite ou du VIH. Parce que les overdoses et le VIH ou les hépatites sont encore très présentes dans la communauté trans et sont des morts qui sont tout aussi politiques que des suicides ou des assassinats. Et depuis qu'on a mis en place le recensement des personnes décédées, notamment par overdose, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une part importante de jeunes personnes trans qui sont mortes des suites d'une overdose. Ce qui a montré qu'il y avait un vrai enjeu de santé communautaire et de santé publique sur la question de la consommation des produits et notamment de la réduction des risques. Et tout ça étant profondément relié aussi à tout un contexte socio-économique qui pousse en fait les personnes trans à se suicider, qui génère les assassinats ou encore qui provoque des overdoses qui sont encore très fréquentes. Et donc du coup, une fois que les personnes proches des personnes trans qui sont décédées ont pu mettre les informations relatives à leurs proches sur le questionnaire du recensement, nous on effectue tout un travail derrière de vérification des données, mais aussi de prise de contact avec les proches, à la fois pour du coup voir si les informations qu'on a reçues, parfois en double ou en triple, correspondent bien au vécu de la personne, à ses prénoms, aux circonstances du décès qui sont bien les bonnes. Et on demande généralement à ce moment-là une photo des personnes
pour pouvoir l'imprimer, la mettre dans un cadre et la célébrer au moment du rassemblement. Et du coup, une fois qu'on a recensé toutes ces données-là, qu'on peut du coup les énumérer au moment des rassemblements, on les met aussi en commun au niveau international avec les autres recensements qui sont faits à travers le monde pour avoir des recensements plus globaux de ce qui peut arriver pour les personnes trans dans le monde. Au niveau global, si on regarde les chiffres de 2023 des personnes assassinées et recensées, sachant que beaucoup n'ont pas été recensées, on se rend compte qu'il y a une très grande majorité de personnes transféminines qui ont été assassinées, mais également qu'une personne assassinée sur deux était une travailleuse du sexe, dont l'assassinat est lié très fortement à l'activité professionnelle ou a eu lieu pendant l'exercice du travail du sexe. On a également recensé 80% de personnes trans non blanches qui ont été assassinées. Et en Europe, on a près de 45% des personnes trans qui ont été assassinées qui étaient des personnes exilées ou en situation migratoire. Enfin, le dernier élément qui est assez important et marquant, c'est la classe d'âge dominante parmi les personnes trans assassinées recensées. En effet, c'est parmi les 19-25 ans qu'on recense le plus d'assassinats. Au niveau de la France, nous avons recensé 20 personnes trans décédées depuis le TIDOR 2023. Parmi ces décès, nous avons comptabilisé 3 assassinats, dont 2 ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice du travail du sexe et 1 par le conjoint de la personne à son domicile. Parmi les décès recensés, on a également comptabilisé 3 overdoses et nous avons également aussi une personne atteinte de problèmes de santé chroniques qui a baissé les bras face aux soins et aux difficultés et du coup est décédée des conséquences de ces problèmes de santé. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder l'âge moyen des décès des personnes trans recensées en France, qui est autour de 29 ans, ce qui est relativement jeune. Mais l'autre élément encore plus important presque, c'est la médiane, qui est de 24 ans, c'est-à-dire que la moitié des personnes trans décédées qui ont été recensées ont moins de 24 ans. Et donc tous ces décès surviennent dans un contexte politique et social en France qui pousse beaucoup de personnes trans au suicide, vers des overdoses ou qui sont assassinés. Ce contexte politique et social, il est notamment pétri par de nombreuses violences que subissent les personnes trans, que ce soit des violences de l'ordre social, sur les lieux de travail, dans l'accès à la santé, des violences d'accès plus largement aux services publics, des violences dans les discours médiatiques qui sont diffusés, mais aussi des violences institutionnelles étatiques, avec des lois qui freinent notre accès à la santé ou au travail, ou encore des violences au quotidien dans l'espace public, dans nos domiciles, dans nos familles, auprès de nos proches. Ces dernières années, on a assisté à un contexte politique particulièrement hostile pour les personnes trans, où on a eu déjà la crise du Covid-19 et les confinements successifs qui ont généré un important isolement des personnes trans, notamment de personnes déjà isolées ou de personnes qui travaillaient en extérieur, notamment en exerçant le travail du sexe en extérieur sans cadre du droit du travail, qui ont fortement précarisé la communauté trans et 2, 3, 4 ans après la crise, le pic de la crise du Covid, on voit encore les conséquences de cette épidémie et des confinements et des mesures qui ont été associées. On est aussi dans un contexte de montée inquiétante et plus qu'inquiétante de l'extrême droite, qui se traduit notamment par des offensives législatives à l'Assemblée ou au Sénat pour mettre des freins à la vie des personnes trans, pour restreindre nos libertés, pour restreindre nos accès aux services publics, pour restreindre notre autonomie sur nos corps. C'est aussi des attaques directes de la part de groupes d'extrême droite envers des lectures animées par des dragues, mais aussi des attaques de centres LGBTQI, des attaques de locaux du planning familial pour avoir soutenu l'accueil des personnes trans. C'est aussi des polémiques médiatiques qui sont soutenues et amplifiées par l'empire médiatique de Vincent Bolloré. C'est également des attaques dans la rue, ciblées de par des groupes d'extrême droite qui peuvent s'adonner à des ratonnades, comme on a pu le voir au moment des élections législatives. Mais le contexte sociopolitique, c'est aussi un contexte plus global, qui ne touche pas que les personnes trans, mais dont les conséquences sont particulièrement fortes pour les personnes trans. On a ces dernières années une inflation importante sans hausse des salaires ni des minima sociaux, dignes de ce nom, qui va entraîner une forte précarisation d'une population déjà fortement précarisée et dont l'accès à l'emploi est particulièrement difficile. On a aussi une destruction plus globale des services publics qui sont attaqués à coups de hache par le gouvernement actuel et les derniers gouvernements, notamment le système de santé publique et l'éducation nationale, qui sont deux institutions particulièrement importantes
dans les trajectoires des personnes trans, à la fois comme institution de violence, mais aussi comme espace où on devrait pouvoir avoir accès au même titre que toutes les autres personnes de la société. On a aussi vu ces derniers temps des lois plus répressives en matière d'immigration et de refus d'un accueil de personnes exilées qui impactent du coup particulièrement les personnes trans exilés, qui doivent du coup conjuguer à la fois les barrières liées à l'exil, à la migration, au racisme, à la xénophobie et liées au fait d'être une personne trans. On a aussi vu des lois contre les squats, sachant que parmi les personnes trans, il y en a un certain nombre qui vivent en squat du fait de rupture familiale et donc de rupture de ressources, mais aussi d'impossibilité d'accéder à l'emploi, de frais de santé importants qui ne sont pas toujours remboursés. Et donc les lois répressives vis-à-vis des squats impactent aussi la vie des personnes trans et leur accès à la santé, leur accès à un logement, à un travail, etc. Et on a aussi depuis 2016 la loi dite de pénalisation des clients du travail du sexe qui touche fortement la communauté trans du fait que le travail du sexe est souvent une des seules possibilités de travail pour beaucoup de personnes trans. Mais c'est un travail qui s'exerce en dehors du droit du travail, en dehors des droits sociaux communs au reste du monde du travail, en raison des politiques abolitionnistes défendues à ce jour en France. Et donc depuis 2016, on voit une précarisation croissante des personnes travailleuses du sexe et du coup des personnes trans travailleuses du sexe et une augmentation des violences à leur encontre liées à la pénalisation des clients, liées à l'absence de recourir aux droits du travail et aux droits sociaux, à l'absence d'une retraite, à l'absence également de réelle protection sociale liée à l'exercice du travail du sexe. Et donc tout ce contexte social, politique, économique des dernières années et ce qu'on traverse aujourd'hui risque de générer dans les années à venir de plus en plus de personnes trans qui se suicident, qui sont assassinées, qui sont maltraitées par les institutions ou dans leur quotidien. Si les tendances actuelles de montée de l'extrême droite, de casse des services publics, de casse des conquêtes sociales continuent de se faire à ce rythme. C'est donc pourquoi il faut se mobiliser de manière urgente pour faire évoluer un cadre législatif encore aujourd'hui très maltraitant, mais également des discours de haine qui se répandent, des violences qui se commettent encore trop souvent et de manière trop nombreuse. Plus concrètement, ce dont les personnes trans ont besoin, c'est déjà d'un accès facilité aux démarches de transition administrative d'une part, mais également de démarches de transition médicale et du coup d'accès aux soins plus globalement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore satisfaisant ce que nous avons. C'est également aussi une meilleure prise en compte des jeunes personnes trans, notamment à l'école. On a également d'urgence besoin de services publics qui soient réellement accessibles et de qualité, ce qui implique du coup des investissements dans les services publics. On a besoin de régulation du logement pour que les personnes trans puissent se loger. On a besoin de la décriminalisation du travail du sexe pour que les travailleurs et travailleuses du sexe puissent être protégés par le droit du travail. Il nous faut aussi une vraie politique d'accueil des personnes exilées pour que les personnes cessent de mourir sur les trajectoires migratoires et que les personnes, notamment les personnes trans, arrivant en France, ayant quitté un contexte particulièrement hostile ou un contexte de forte précarité ou de forte pauvreté, puissent arriver en France dans des conditions dignes, mener leur vie, mener leur transition, changer leurs papiers, sans avoir les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et enfin, il y a aussi une responsabilité de notre camp social de prendre position de manière ferme et publique sur les luttes trans actuelles, en soutien aux luttes trans et en soutien à nos revendications qu'on construit par nos expériences et notre travail de terrain au quotidien. Et ça implique du coup que les partis politiques de gauche, les organisations du mouvement social, les syndicats soutiennent nos luttes, mais soutiennent également les luttes des travailleurs et travailleuses du sexe qui sont profondément liées aux luttes transféministes. L'une ne va pas sans l'autre. Et le reste du mouvement social et le reste de notre camp social doit soutenir tant les luttes des travailleuses du sexe que les luttes trans pour notre émancipation. À une plus petite échelle, ce qu'on pourrait imaginer aussi pour réduire en fait le nombre de nos proches, de nos camarades, de nos amis qui s'en vont trop tôt, c'est de favoriser l'auto-organisation communautaire qui est notre premier outil, notre première arme pour se défendre face aux violences et aux discriminations. Cela passe par le fait de rejoindre des assos communautaires, de faire du soin avec nos amis quand ça va pas trop bien, de se retrouver et de partager des moments chouettes pour faire des pauses dans nos quotidiens qui sont pas toujours très fun et de rendre nos quotidiens plus agréables à des endroits. Ça va aussi du coup passer par de l'aide matérielle directe. Si vous avez des ressources financières, n'hésitez pas à les partager à les assos trans, à vos potes qui sont en galère. C'est important ces moments-là et de savoir qu'on se sent soutenu et aidé quand on fait face à un isolement important du fait d'être une personne trans, parfois en rupture familiale, parfois expulsée de chez soi, parfois sans travail. Il y a également des réseaux d'entraide qui se montent au niveau d'une ville, mais aussi au niveau national en France où on a une forte
connexion entre les associations et les organisations transféministes pour pouvoir s'entraider entre nous. Et aussi au niveau international où il y a d'importants réseaux de solidarité queer et LGBTQI et transféministes qui se construisent, qui se développent et qui doivent encore se développer dans les années à venir. Et aussi, si vous êtes dans des espaces militants, dans des organisations politiques de gauche, dans des syndicats, c'est aussi l'occasion de parler à vos camarades de l'importance des luttes transféministes, de l'importance du Tidor, de les enjoindre à venir avec vous le 20 novembre, de les encourager à relayer les informations des associations trans sur le Tidor et plus largement sur nos revendications et nos luttes pour qu'une part de plus en plus grande de notre camp social soutienne nos luttes. Donc maintenant que vous en savez plus sur le Tidor, la journée du souvenir trans, ses implications, ses enjeux, son histoire, ses objectifs, vous avez plus de clés en main, j'espère, pour pouvoir agir dans la communauté trans ou en support de la communauté trans pour que les années d'après, on ait de moins en moins de morts et de mortes à compter. Parce que le Tidor, c'est une occasion de plus pour nous retrouver et faire vivre la solidarité communautaire. C'est un moment pour affronter les violences qui nous traversent au quotidien, pour lutter contre le stress minoritaire qui parfois nous tire vers le bas. Et c'est un moment où on se rassemble pour que le deuil se vive non pas seul chez soi, dans l'isolement, mais qui se vive de manière publique, de manière festive, de manière communautaire et politique. Et le Tidor, c'est aussi du temps, de l'énergie, des ressources dépensées par les militants et militantes qui s'engagent déjà au quotidien auprès de la communauté. Et ce travail-là, il doit pouvoir être davantage soutenu dans un contexte où les financements des actions associatives et sociales sont de plus en plus restreints. C'est pourquoi nous avons aussi développé de nombreux espaces d'auto-organisation et de collecte d'argent autonomes pour qu'on puisse venir en aide avec nos propres critères aux personnes trans qui sont en difficulté financière. Et pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations trans ou LGBTQI dans vos villes pour savoir ce qui existe, ce qui s'organise. C'est là aussi que vous pourrez avoir les informations sur les rassemblements qui auront lieu autour du 20 novembre, mais aussi les espaces qui pourront s'organiser de soirées, de care, de groupes de discussion. Ne restez surtout pas seul pendant le moment du Tidor, c'est un moment qui est difficile à traverser et le but de se rassembler, c'est de le vivre collectivement pour rompre l'isolement. Et en ce mois de novembre, il est plus que jamais nécessaire de faire du soin, de construire des espaces de care, de se retrouver avec ses amis, de se soutenir, d'être indulgent ou indulgente avec soi-même, de s'autoriser des moments de pause pour célébrer nos vies, pour que le Tidor et l'hiver à venir, mais aussi toutes les années qui nous restent à vivre, soient les plus douces possibles.